Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la suite et la fin de notre série de rencontres placée en cette fin de journée sous le signe des illusions d'optique. Alors, pour approfondir le sujet ouvert par nos précédentes invités, j'ai la chance d'accueillir Pascal Mamassian. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur et directeur du laboratoire des systèmes perceptifs à l'École normale supérieure. Première chose que vous m'ayez dite quand on a préparé cette intervention, c'est que notre perception n'était pas véridique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, la perception, en fait, c'est une recherche de sens, sans jeu de mots. C'est une recherche de comprendre comment est-ce que les images se sont formées sur nos rétines. Lorsque j'ai une image sur ma rétine, est-ce que cette image correspond à tel objet, avec telle forme, telle couleur ? Donc cette recherche, elle est très souvent fructueuse. Notre perception, elle colle souvent très bien à la réalité. Mais quelquefois, il y a des manquements. Et ce sont les illusions perceptives. Donc je vous ai préparé deux petites images. J'ai commencé avec celle-ci. Donc dans cette image-là, les deux cases qui sont labellisées A et B sont en fait exactement de la même couleur. Donc je vais vous le démontrer en enlevant tout le contexte. Donc ici, on voit bien que ces deux cases sont exactement du même niveau de gris. Mais si je remets le contexte, on a l'impression que la case A est plus sombre que la case B. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Ces deux cases sont inclus dans une surface, ce damier là qui est une forme d'escalier. Et ce damier fait que la case qui est en B apparaît dans la partie sombre du damier. Et donc, notre cerveau comprend que la case B, elle est sombre à cause du manque de lumière. Et donc, elle va interpréter cette case B comme étant plus claire que la case A. Et donc, c'est cette recherche de sens que fait notre cerveau qui crée quelquefois des mauvaises interprétations. Peut-être rapidement un autre effet un peu similaire. Donc là, encore une fois, on voit deux disques. Ces deux disques ont une certaine texture. Les textures sont complètement identiques. Donc là, c'est les deux images qui sont parfaitement identiques. Mais si je rajoute un contexte autour de ces deux disques, maintenant, le disque de gauche va apparaître presque comme noir, alors qu'à droite de l'image, exactement le même disque qu'on a vu tout à l'heure va apparaître blanc. Qu'est-ce qui se passe encore une fois ? Là, c'est encore une fois un effet du contexte. Ce qui est autour va influencer le centre, et ce qui est autour à gauche est beaucoup plus clair que ce qui est à droite. Et c'est ça qui va créer ce contraste et qui va nous tromper sur notre perception du contraste. Alors, quelque chose qui est tout aussi étonnant, voire peut-être même plus spectaculaire encore, j'ai découvert grâce à vous que notre système visuel il s'adaptait aux effets de contexte. Évidemment, vous avez peut-être quelques exemples supplémentaires à nous montrer pour vraiment qu'on puisse comprendre de quoi il s'agissait. Comment justement cet effet de contexte pouvait jouer. Donc en fait, ces effets de contexte, si on regarde ces images pendant un certain temps, on va s'adapter à ces contextes. Et pour ça, on peut présenter par exemple cette image ici, avec ces 4 carrés de couleurs. Et si on regarde le centre, la petite croix noire qui est au centre de cette image, pendant quelques secondes, donc je vais vous demander de faire l'expérience avec moi peut-être, si vous regardez la petite croix noire qui est au centre pendant plusieurs secondes, donc il y a un carré vert en haut à gauche, un carré rouge en haut à droite. Et cette image-là, je vais remplacer par une autre image et je vais vous demander de continuer à regarder pendant quelques secondes supplémentaires la petite croix noire qui va rester au centre. Et vous allez essayer de me rapporter ce que vous voyez. Donc je vais changer cette image maintenant. Et si vous continuez à regarder la petite croix noire, vous devriez voir en haut à gauche maintenant une petite couleur rougeâtre, en haut à droite une petite couleur verdâtre, etc. Et si vous voyez ces couleurs, c'est votre cerveau qui les a créées parce qu'elles ne sont pas dans l'image. Est-ce que vous avez pu le constater dans le public que ça se passait comme ça ? On a un bon public aujourd'hui. Ouais, assez réactif. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici ? Notre cerveau s'est adapté aux couleurs qui sont présentées pendant un certain temps. Et cette adaptation démontre un peu la plasticité du cerveau à l'âge adulte, parce que là vous êtes tous adultes, la plupart en tout cas. Et cette adaptation, elle est vraiment importante pour notre cerveau. Et imaginons par exemple que dans quelques temps on aille sur Mars où tout est rouge. Et donc si on allait sur Mars où tout est rouge, notre cerveau s'adapterait à cette couleur rouge
et deviendrait beaucoup plus sensible à des variations très subtiles de rouge. De sorte que si je présentais après une feuille blanche, cette feuille blanche serait perçue verte, la couleur opposée du rouge. Donc, notre cerveau ici s'adapte à ces couleurs et après adaptation, en présentant une couleur neutre, on voit la couleur complémentaire. La couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. La couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune, etc. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous montrer, justement, qui permettrait de voir une fois de plus comment on peut s'adapter, comment notre vision s'adapte au contexte? Je crois qu'il y en a un avec un château qui est assez spectaculaire. Le fameux château. Donc, pareil, je vais vous demander de regarder cette image. Il y a un petit point noir qui est au centre. Essayez de regarder cette image sans bouger les yeux du petit point noir. Et dans une dizaine de secondes, cette image va être remplacée par une autre image. Et lorsque je vais changer cette image, continuez à regarder le petit point bleu pendant encore quelques secondes. Encore 2-3 secondes. Maintenant, continuez à garder le point noir. Si vous voyez cette image en couleur, c'est que votre cerveau fonctionne très bien. Parce qu'en fait, cette image-là, elle est complètement en noir et blanc. Vous avez vu, c'est spectaculaire. Bon, j'ai triché puisque moi j'ai déjà fait cette expérience, mais voir le ciel bleu basculer dans le noir et blanc et se rendre compte qu'en fait on est face à une image en noir et blanc, c'est quand même fascinant. Donc là, ça démontre la capacité de notre cerveau à s'adapter ici à des couleurs, mais de la même manière, on va s'adapter au mouvement, à la forme, au visage aussi. Si on voit certains visages, pendant un certain temps, plusieurs visages qui sont de genre masculin, après un visage qui serait plutôt neutre va apparaître plutôt féminin, par exemple. Petite question, est-ce que ces adaptations, elles sont durables, voire permanentes? Donc ici, on s'est adapté pendant une vingtaine de secondes, mais on peut augmenter l'échelle de temps à beaucoup plus une grande durée. Donc par exemple, sur cette image ici, on voit des caractères numériques. Et ces caractères numériques, en fait, sont légèrement inclinés vers la droite. C'est peut-être un peu difficile de s'en rendre compte. Mais c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que ces caractères sont inclinés si je tourne cette image de gauche à droite. Et là, on voit vraiment un effet de l'orientation. La plupart des caractères numériques sont inclinés, peut-être parce que c'est plus joli. On s'est adapté à ces caractères numériques pendant toute notre vie. Maintenant, cette petite inclinaison sur la droite est devenue la norme. Et toute déviation par rapport à cette norme est beaucoup plus saillante. Et qu'on a le sentiment qu'elle est un petit peu plus penchée quand on la voit à l'envers. Voilà, et donc ça fait. Cette adaptation à l'environnement, est-ce qu'elle s'effectue de la même manière pour tout le monde ou pas? Alors non, on a déjà eu cette question un peu plus tôt dans la journée. C'est vrai. Donc différentes personnes vont voir le monde de manière un peu différente. Donc je vais montrer quelques autres exemples. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut montrer. Je vais commencer par celle-ci. Ici, on voit une sphère qui est en rotation. Alors, on voit des points blancs qui se déplacent. Peut-être que vous allez voir une sphère qui tourne autour d'un axe qui est vertical. La question est que, vu d'en haut, est-ce que vous voyez cette sphère qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Les deux solutions sont tout à fait compatibles avec ce mouvement. Et on peut avoir le sentiment que ça change de sens en le regardant attentivement? Exactement. Si on regarde cette image ce film pendant quelques secondes, on va commencer à peut-être avoir des perceptions de renversement de sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse. Alors, est-ce que ça peut changer en fonction de l'attention portée par un œil ou par un autre? Un œil plutôt qu'un autre, pas vraiment, sauf si vous avez une différence d'astigmatisme entre les deux yeux. Par contre, si vous allez porter votre attention sur un point plutôt qu'un autre, en particulier en suivant du regard un des points, celui qui va vers la droite, ce point qui va vers la droite va être perçu plutôt devant, et vous allez voir un sens de rotation qui sera compatible avec cette interprétation. Et c'est ce film-là, c'est le genre de stimuli qu'on utilise en laboratoire. Mais il y en a un autre qui a fait un peu le buzz sur Internet, c'est celui-ci, c'est la danseuse qui tourne. Et de la même manière, la silhouette de la danseuse qui est à gauche peut être perçue comme une danseuse qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse. Et là encore, les deux interprétations sont possibles. Les deux interprétations possibles sont montrées à droite de l'image.
Donc sur Internet, il y avait tout un buzz qui essayait de suggérer que, suivant le sens de rotation que vous percevez, ça avait un lien avec votre personnalité. Il n'en est rien, je vous rassure. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sens de rotation qui est privilégié, et ça intéresse les chercheurs comme nous. Pourquoi est-ce qu'une rotation, dans un sens, est plus prépondérant parmi la population qu'un autre? Alors, si on parle de biais individuels, je ne peux pas m'empêcher de montrer l'image qui... Ah bah c'est celle qui a fait le plus le buzz il y a quelques années. Bon. C'est celle-ci, c'est cette fameuse robe qui peut être perçue soit bleue avec des bandes marron, soit blanche avec des bandes en couleur or. Alors on peut peut-être poser la question, qui la voit bleue, qui la voit blanche? En commençant par le bleu. D'accord. Donc on est à peu près à parité. Voilà, donc c'est du 50-50, j'ai l'impression. Qui la voit blanche? Qui la voit blanche, ouais. Voilà, 50-50. C'est pas loin du 50-50. C'est quand même incroyable. Hein. C'est une image parfaite. C'est-à-dire que si on avait cherché à la faire en laboratoire, on a passé des années et des années. Et quelqu'un qui a pris une photo et ça nous a fait gagner un temps fou. Alors, quelle est l'explication ici? L'explication, elle est relativement simple. En tout cas, c'est que toute lumière qui est réfléchie d'un objet est la combinaison de deux choses. Première chose, c'est la couleur de l'objet, c'est-à-dire ici la couleur du tissu, et l'autre chose, c'est la couleur de l'éclairage. Et si vous faites l'hypothèse que la lumière, par défaut, elle est parfaitement blanche. Alors si la lumière qui est réfléchie est bleue, vous n'avez que le choix de voir ce tissu comme bleu. Par contre, si vous faites l'hypothèse que la lumière est un petit peu bleutée, comme aux premières heures de la journée, alors la lumière bleue qui réfléchit va être compatible simplement avec une surface et un tissu qui est blanc. Donc ces images-là, elles nous intéressent pas simplement parce que elles sont ambiguës, mais en particulier celle-là parce qu'on est bloqué sur une interprétation. Si je vous redemandais la semaine prochaine ou dans 2 semaines ce que vous voyez, il est très probable que vous voyez la même chose, ce qui n'est pas la même chose que avec la sphère. Avec la sphère, certains d'entre vous ont pu voir la sphère tourner dans un sens puis dans l'autre. Celle-là est vraiment très intéressante pour nous parce qu'on est bloqué sur l'interprétation pendant des semaines, voire des mois. Et ça, voire des années. Hein, voilà. Moi, je l'ai toujours vu bleu et je pense que ce cliché, je l'ai vu il y a à peu près 7 ou 8 ans. Donc, 8 ans plus tard, je suis toujours sur le bleu. On a d'autres exemples qui sont beaucoup plus contrôlables et où on peut voir des déviations sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. On a testé des personnes tous les jours pendant plusieurs mois pour montrer leur dynamique très très lente. Tu avais une question? Alors, comment les gens qui voient la robe bleue voient la partie droite de l'image qui est lumineuse? De quelle couleur vous voyez la lumière qui est à droite? Je crois que c'est blanc. C'est blanc pour tout le monde. C'est blanc. Côté bleu, côté blanc. C'est blanc. On peut, en effet. Donc, est-ce que si on change de photo et qu'on leur montre une photo où la robe va être blanche, ils vont être quelque part, ça va remporter l'adhésion des gens qui, en définitive, à la base, en tout cas, la voyaient bleue. Donc, on peut manipuler un peu cette image pour que, si vous la voyez bleue au départ, vous allez la voir blanche. Mais seulement, ce qui est intéressant, c'est que si je remonte après la photo d'origine, vous allez très rapidement retomber sur votre perception d'origine. Et ça, c'est des expériences qu'on a fait en laboratoire. Sur ces biais qui sont vraiment avec une constante de temps qui est vraiment très très longue, on peut pousser les personnes à voir une certaine chose, mais lorsqu'on les remet dans les conditions initiales, graduellement, après 2-3 minutes, elles reviennent sur leur perception d'origine, ce qui suggère que vraiment on utilise des mécanismes neuronaux qui sont vraiment très résistants. C'est un peu comme un ressort en quelque sorte. On tire sur le ressort et lorsqu'on relâche, il va revenir très lentement vers sa position initiale. Il y a une mémoire en quelque sorte de notre système visuel à traiter cette image d'une certaine manière. Pascal, je crois que vous avez d'ailleurs un autre exemple qui peut témoigner de la ténacité de ces biais perceptifs. Je crois que c'est une image de damier, me semble-t-il, qui est assez bluffante elle aussi. Alors, ici, j'aurais pu me montrer n'importe quelle image. Ici, on a 2 damiers qui sont exactement identiques dans
de la manière on a exactement des carrés qui forment ces damiers. Mais peut-être qu'à gauche, vous voyez les lignes du damier qui sont un peu courbes, alors qu'à droite, les lignes du damier sont parfaitement droites. Et la raison pour laquelle à gauche, ce damier n'est pas avec des lignes parfaitement droites, c'est à cause des petits points blancs et des petits points noirs qui sont proches des intersections des cases du damier. Et ces petits points blancs et noirs vont être un peu mélangés avec les couleurs du damier à une certaine échelle. Ce qui se passe ici, c'est que notre cerveau va analyser cette image à plusieurs échelles de taille et à une échelle qui est assez grossière, que l'on peut voir si on plisse des yeux, si on plisse un peu les yeux, on ferme un peu les yeux à moitié, on va voir cette structure qui est un peu différente à gauche et à droite. Pour vous aider, j'ai un peu modélisé ce plissement des yeux. Lorsqu'on regarde cette image d'un point de vue très grossier, on se rend bien compte qu'à gauche, il y a cette structure en diagonale. Alors, je vais revenir sur l'image d'origine parce que je voudrais illustrer cette image pour parler d'un problème qui est le problème de la confiance que l'on a dans ces images. À la fois celle de gauche et celle de droite, on a à peu près la même confiance perceptive de voir à droite des lignes qui sont parfaitement rectilignes et à gauche des lignes qui sont un peu courbes, bien que je vous ai démontré que les deux damiers sont exactement identiques, et la raison pour laquelle vous voyez des courbes à gauche, c'est à cause de ces petits points blancs. Donc ici, c'est un sujet qui nous intéresse, nous. C'est le problème de la confiance visuelle. Dans quelle mesure on est capable de réévaluer nos propres perceptions. Ça a aussi un autre nom, ça s'appelle aussi la méta-perception, c'est la perception de nos perceptions. Et ça fait partie d'un sujet encore plus vaste qui est la métacognition. La métacognition, c'est la cognition de nos cognitions. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est dans quelle mesure nous sommes capables de réévaluer nos propres perceptions ou nos propres jugements. Et c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, hein, parce que ça dépasse le cadre de la simple vision. On s'est bien rendu compte que ça n'était pas simple la vision, mais ça peut, oui, on peut procéder par extrapolation et aller jusqu'à l'étude des réseaux sociaux. C'est ce que vous nous disiez en préparant votre intervention. On peut aller jusqu'à là, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont cette tendance à montrer toujours des informations qui vont nous plaire. Et donc, on va perdre un peu, on va être privé des informations qui sont contradictoires, qui vont nous permettre de garder cet esprit de remettre en question nos propres jugements. Et donc, personnellement, je pense que l'étude de la méta-perception, en particulier l'utilisation de phénomènes comme ceci, où on peut mettre en exergue le fait que quelquefois on se trompe, ça peut éventuellement nous aider à comprendre un peu mieux la manière dont on a ces biais de confirmation. À force de voir et d'être présenté avec toujours les mêmes types d'informations, on perd un peu cette capacité à juger et à remettre en question nos propres perceptions. Et donc, je pense qu'en effet, à notre petite échelle, l'étude de ces phénomènes visuels peut avoir des intérêts multiples. Est-ce qu'il y a déjà des champs, justement des ponts qui ont été bâtis entre les recherches que vous menez et celles que vous venez potentiellement de décrire ? Sur les réseaux sociaux, non. Par contre, il y a beaucoup d'études qui se font sur le lien entre métacognition et conscience. C'est une petite forme de conscience, en quelque sorte, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir réévaluer ses propres décisions. Et il y a tout un champ d'études pour essayer de savoir si il y a d'autres espèces animales qui ont cette capacité à réévaluer leurs propres décisions. Donc les primates, certains primates, on a des belles démonstrations que certains primates peuvent remettre en question leurs décisions perceptives. Mais bon, de savoir jusqu'où on peut aller dans le règne animal pour savoir quelle espèce animale a cette métacognition et donc cette forme de conscience. Cette capacité aussi à penser contre soi, ce qui est une gymnastique intellectuelle qui n'est pas simple. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Pascal Mamassian ? Alors voilà, c'est pas une question, c'est une affirmation, mais comme quoi, voilà, ça vient verser de l'eau à votre moulin. Les lignes qu'on observe, on a beau savoir qu'elles sont rectilignes, on se dit qu'elles sont pas droites.
Mais donc, on a beau regarder, on va voir toujours la même chose, mais ce qui est intéressant, je pense que si je continuais à vous démontrer que les lignes ne sont pas droites, vous continuerez à voir qu'elles sont pas droites, mais par contre, vous perdriez un peu de confiance. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est de voir un peu la séparation entre notre perception et la confiance que l'on a dans nos perceptions. Alors là, on va plus loin encore, c'est-à-dire que là, on est dans la métacognition, là, je pense. Alors, il faut dire aussi que la climatisation n'est pas à son top. Ceci explique sans doute cela. Pas de questions ? Bien écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Pascal, merci infiniment de votre intervention et pour ces explications, c'était passionnant. Merci à vous, merci. Merci à tous. Merci à celles et ceux aussi qui ont rendu possible et qui ont organisé ce magnifique événement autour de la vue. J'espère que comme moi, vous avez pu en apprendre davantage sur les différents aspects de notre vision. Je vous dis, moi, quant à moi, à bientôt pour de nouveaux événements. Encore merci à tous. Merci.